merci. Bonsoir à tous. Maître Adam Lakéal, avocat, maître Olivier Malavial, commissaire de justice. Merci à tous d'être venus pour cette intervention sur le squat. Sujet d'actualité, sujet qui fait aussi l'objet de beaucoup d'articles de presse, d'articles télé, qui laisseraient penser que le squat est un fléau qui se produit tous les jours. Bon, il faut en préalable remettre les choses dans l'ordre, puisque le squat, il y a des chiffres officiels qui sont ce qu'ils sont, mais les chiffres qui sont donnés par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur annoncent moins de 200 squats par an en France. Bon, ce qui, de notre expérience à tous les deux, est totalement irréaliste, puisqu'en réalité, on est à bien plus. Mais les chiffres officiels nous disent moins de 200. Moins de 200 squats par an, ce qui fait quand même un squat toutes les 48 heures à peu près. C'est quand même important. Et surtout, avec une répartition géographique qui, là, ressort des chiffres, qui est intéressante, puisque en Occitanie, par exemple, on est à 13% des squats en France. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est quand même pas la région la plus concernée, mais on fait quand même partie des plus concernés, puisque l'Île-de-France regroupe évidemment plus de 40% des squats, et nous on est à 13%. Donc c'est quand même, ça peut arriver même ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un squat? Bon, le squat, vous avez tous la vision classique de la personne qui entre dans un logement qui n'est pas elle pour l'occuper. Bon, le squat, c'est juridiquement, je vous expliquerai en suivant ce que c'est, mais il faut quand même rappeler le cadre juridique de ce qu'est le squat et notamment les principes juridiques qui sont applicables. Je vous les rappelle brièvement. Alors le but, c'est pas de vous rappeler les textes en eux-mêmes, ni de vous les citer, ça n'a que très peu d'intérêt, mais je vous les rappelle quand même, puisque le squat, c'est par principe une atteinte au droit de propriété. C'est une atteinte au droit de propriété, le droit de propriété qui est un droit, je vous le cite, qui ressort de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un droit inviolable et sacré. Voilà. Donc le squat, c'est quand même une atteinte à ce droit qui est consacré au niveau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, également au niveau du Code civil et de multiples autres lois. Je passe là-dessus rapidement. Pourtant, le squat, souvent, on oppose à ces droits-là du propriétaire d'autres droits qui seraient ceux de l'occupant, qui sont le droit au logement, qui est quand même un objectif à valeur constitutionnelle qui est consacré par le Conseil constitutionnel. Il y a également le droit et le respect au domicile. Voilà. Donc ce sont des principes qui s'opposent, entre lesquels il y a une balance qui est faite, toujours, et vous le verrez, je vous l'expliquerai en suivant, puisqu'on fera le point sur les différentes procédures, les différents principes applicables. Il y a une balance qui est faite entre tous ces principes. Une balance qui quand même a été, depuis 2023, fortement modifiée, puisqu'elle penche depuis la loi du 27 juillet 2023, dont Mme Casalbou nous a parlé tout à l'heure, depuis la loi de juillet 2023, qui s'appelle, et dont le nom est quand même éloquent, loi anti-squat, loi Kasbarian, la balance penche beaucoup plus en faveur du propriétaire que de l'occupant depuis cette loi. Puisque l'objectif même de cette loi, c'était de réprimer, d'une part, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de réprimer les squats, et d'autre part, de réprimer les impayés de loyer. Mais ça nous intéresse moins, même si on va l'évoquer très brièvement. Donc cette conférence, vous avez le plan qui est affiché derrière moi. Rapidement, je le balaye rapidement. On va expliquer ce qu'est un squat et surtout ce qui n'est pas un squat, puisqu'il faut bien faire la distinction. Quel est le cadre, notamment depuis la loi de 2023 et ensuite, quelles sont les procédures à mettre en œuvre. En premier lieu, qu'est-ce qu'un squat? Comme je vous le disais, le squat, c'est l'occupation illicite d'un bien. Alors, ce qu'on entend habituellement par un squat, c'est l'occupation illicite d'un logement, mais ça peut également être l'occupation illicite d'un bureau, ça peut être l'occupation illicite d'un terrain, ça peut être l'occupation illicite en réalité de n'importe quel bien immobilier qui est approprié. Voilà. Ce n'est pas uniquement l'occupation illicite d'un appartement ou d'une maison. Ensuite, c'est l'occupation illicite, mais il y a plusieurs catégories.
Donc la catégorie sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, celle dont on va parler, c'est le squat. Et le squat, qu'est-ce que c'est exactement dans la loi? Et là je vous cite, même si après je ne citerai plus les textes, mais là je vous le cite. Le squatteur, c'est celui qui s'introduit dans un bien à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes, sans jamais avoir été titulaire d'un droit d'occupation sur ce local. C'est-à-dire que pour qu'on soit qualifié de squat, il faut d'une part être entré par des manœuvres, ça peut être en forçant la serrure, en cassant un cadenas, en cassant une fenêtre, en arrachant des volets, j'en passe. Et en tout cas, il faut un acte qui est permis de s'introduire dans les lieux. Et d'autre part, c'est n'avoir aucun titre qui permette d'être dans cet immeuble. C'est les deux critères principaux pour qu'on soit considéré comme un squatteur. Il y a d'autres catégories qui sont proches, mais qu'il faut bien comprendre, qui ne sont pas un squat. La deuxième catégorie, vous l'avez, elles sont toutes affichées, c'est l'occupation sans effraction. Donc c'est l'équivalent, c'est-à-dire quand on occupe un logement sans aucun droit, mais sans avoir mis en œuvre quoi que ce soit pour forcer l'entrée. Ça peut être le cas d'un logement qui était ouvert, ça c'est le cas classique. Ça peut aussi être le cas d'un logement dans lequel, je sais pas, où la porte n'avait pas été fermée. Enfin, voilà, c'est ces cas-là dans lesquels il n'y a aucune voie de fait qui a permis d'entrer dans le logement. Et ça, ce n'est pas un squat à proprement parler, même si habituellement on l'assimile à un squat, puisqu'on est quand même sur une occupation sans aucun titre. Le troisième cas, qui là, pour le coup, n'est pas du tout un squat, mais que souvent on y assimile également, c'est le cas de l'occupation qui a été tolérée. Ça peut être le cas dans lequel le propriétaire a autorisé quelqu'un à occuper, par exemple, un logement pour une certaine durée, le lui a prêté pour une semaine et finalement cette personne ne veut plus partir, ou on prête un terrain. Par exemple, moi j'ai déjà eu le cas, on prête un terrain pour que quelqu'un s'y installe une semaine avec une tente et puis finalement il y reste pendant 6 mois avec sa caravane. Bon, voilà, c'est ce type de cas-là, dans lequel on n'est pas du tout sur un squat et qui nécessite quand même un traitement procédural très différent. Vous le verrez, je vous l'expliquerai après. Et il y a un autre cas qui, dans le cadre de la loi de 2023, de la loi Kasbarian, a fait l'objet d'un parallèle avec le squat mais qui n'a rien à voir. C'est le cas du locataire qui ne paie plus son loyer. Puisque le locataire qui ne paie plus son loyer, par principe, il a un titre, puisqu'il est locataire, c'est donc qu'il a un bail. Donc, ce locataire qui ne paie plus son loyer, effectivement, il est défaillant, mais bien qu'il soit défaillant, il n'a jamais été occupant sans droit ni titre, puisqu'il avait un bail. Donc ça aussi, c'est un cas qui fera l'objet d'un traitement tout à fait différent en procédure par rapport à un squatteur classique, je dirais. Donc vous voyez, alors je vous ai mis quelques ordres d'idées de délai pour obtenir une décision dans chacun des cas. Vous le voyez, bon, pour un squat avec effraction, on vous l'expliquera en suivant, il y a plusieurs procédures, on y viendra point par point, mais ça peut aller très vite. Voilà. En quelques jours maintenant, depuis la loi de 2023, on peut avoir expulsé un squatteur. Pour un squat, pour une occupation sans effraction, c'est plus long. J'ai mis de 3 à 6 mois. Encore une fois, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais on ne sera jamais sur quelques jours comme pour un squat avec une effraction. Et ensuite, quand on a autorisé quelqu'un à occuper le logement dans le cadre d'une tolérance ou un locataire qui ne paie plus son loyer, alors là, bon, ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, mais c'était pour faire le parallèle, puisque c'est le parallèle qui est souvent fait, on arrive plus facilement sur des délais de procédure qui vont aux alentours de 12 mois. Depuis la loi de 2023, au-delà des procédures classiques d'expulsion, ont été créés plusieurs délits qui sont censés décourager le squat. Donc, je vous les explique rapidement. C'est pénal, donc en réalité, pour un propriétaire qui voit son logement, je vais parler en général des logements squattés, parce que c'est ce qui arrive le plus fréquemment, même si le reste arrive aussi. Mais pour un propriétaire qui voit son logement squatté, la partie pénale a assez peu d'intérêt parce qu'elle ne lui permet pas de récupérer son logement. Elle permet de sanctionner les squatteurs, oui,
mais elle ne permet pas de récupérer le logement. Donc je vais passer assez rapidement, même si je vais vous donner un ordre d'idée des délits qui existent et qui ont été créés depuis 2023. Le premier, c'est le délit d'occupation par voie de fait. Donc comme je vous le disais, c'est quand le squatteur, l'occupant, entre dans le logement par voie de fait, c'est-à-dire en détruisant la porte, en détruisant la serrure, etc. En tout cas par des manœuvres qui lui permettent d'entrer sans titre. Ce délit qui a été créé, vous le voyez derrière moi, il est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, je ne vous cache pas qu'en pratique, les peines pénales, elles existent, elles ont déjà été appliquées, mais c'est quand même assez peu fréquent, puisque ça nécessite d'être poursuivi par le parquet, de faire l'objet d'une procédure pénale, ce qui n'est pas automatique. Le deuxième délit qui a été créé, c'est le délit d'occupation par un locataire défaillant. Et alors, ce délit-là, c'est un délit, comme je vous l'ai dit, il faut bien faire la distinction entre le squat et le locataire qui ne paie plus. En fait, ce délit, il a pour objet de sanctionner le locataire qui se maintient dans les lieux après une procédure qui a résilié son bail. Ce délit-là, voilà, il est censé punir le locataire qui se maintient dans les lieux d'une peine de 7 500 € d'amende, sauf pendant la trêve hivernale, sauf s'il a bénéficié de délai et, c'est pas noté derrière moi, mais sauf si c'est le locataire d'un logement social. Voilà. Ce délit-là, en pratique, je pense qu'il n'a jamais été appliqué. Et le troisième délit qui existe, et celui-ci, il a peut-être un peu plus d'intérêt dans la pratique, c'est le délit d'incitation au squat, puisqu'il vise à sanctionner non pas l'occupant en lui-même, mais là où les personnes qui l'auraient aidé ou encouragé ou conseillé dans l'organisation du squat, puisque il y a des organisations, des associations, des sites internet sur lesquels, par exemple, on peut trouver étape par étape comment organiser son squat. Voilà. Ça existe et c'est pour ça que ce délit-là a été créé. Voilà, le but, c'est d'empêcher ces manœuvres-là. Ensuite, il y a d'autres infractions qui existaient déjà, qui étaient la violation de domicile. Alors, la violation de domicile, je pense que vous savez tous à quoi ça correspond, c'est-à-dire c'est le fait de s'introduire dans le domicile de quelqu'un d'autre qui n'est pas le sien. Cette infraction, la peine a été renforcée. L'infraction reste la même, mais la peine a été renforcée. Il y a une dernière infraction, je passe assez rapidement sur les infractions parce que c'est pas... En tant que propriétaire, c'est bien de savoir qu'elles existent, mais en pratique, ça a peu d'intérêt. La dernière infraction qui existe, c'est le délit d'usurpation d'identité de propriétaire qui revient à se faire passer pour le propriétaire pour entrer dans le logement. Ce qui est aussi le cas parfois par les squatteurs qui font venir un serrurier, qui pensent que la personne qui les appelle est propriétaire, ouvre la porte et finalement ça devient un squat. Ça aussi, c'est interdit, mais ça recoupe les infractions que je vous ai exposées juste avant. Ce qui est un peu plus intéressant dans la loi de 2023, bien plus intéressant d'ailleurs, c'est le fait que depuis cette loi, la trêve hivernale est inapplicable aux squatteurs. Avant cette loi, elle pouvait être applicable, sauf si le juge décidait de la supprimer. Depuis, elle n'est plus applicable lorsque les occupants sont entrés par voie de fait dans le logement. Donc dans les cas de squat que je vous ai exposés tout à l'heure. Donc ce qui permet quand même de raccourcir considérablement les délais pour récupérer un logement squatté. Puisqu'avant, si on tombait en début de trêve hivernale, donc c'est-à-dire à partir de novembre, il fallait attendre jusqu'à mars, avril, et ça Maître Malavial vous expliquera tout à l'heure, pour pouvoir expulser. Alors, il y a un dernier point quand même qu'il faut bien expliquer et que j'ai un peu omis de vous expliquer jusque-là, puisque je vous ai parlé de domicile. C'est ce qu'est un domicile, puisque depuis la loi de 2023, la définition de ce qu'est un domicile a été élargie. Jusqu'à la loi de 2023, le domicile, c'était le logement occupé à titre principal par le propriétaire. Et ça ne comprenait pas les résidences secondaires, ça ne comprenait pas
d'autres locaux. Depuis 2023, le domicile, c'est... Bon, je vous lis le texte puisque je ne l'ai pas inclus. C'est le local d'habitation qui contient des meubles qui appartiennent au propriétaire, qu'il y habite ou non, et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non. Donc en réalité, on a étendu toute la protection que je viens de vous exposer aux résidences secondaires et même aux autres immeubles qui appartiendraient au propriétaire, qui auraient laissé des meubles et qui les occuperaient, même s'ils ne les occupent qu'une fois de temps en temps. Ce qui permet de protéger, au-delà de la simple résidence principale, beaucoup plus de logements. C'est à distinguer des autres cas où, vous le verrez, les délais de procédure sont beaucoup plus longs, qui correspondent en gros à tous les logements qui ne sont pas du tout occupés par le propriétaire, c'est-à-dire soit des logements qui sont en location mais qui ne sont pas loués, soit des logements qui viennent d'être achetés et qui ne sont pas occupés. Voilà, c'est dans ces cas-là qu'on aura beaucoup plus de difficultés en termes de procédure. Donc voilà, cette distinction elle est importante puisque les délais sont différents. Donc, j'ai fait un petit point sur les textes, rapide, j'espère assez rapide et ne pas vous avoir trop ennuyé en citant les textes. Je vais laisser la parole à Maître Malavial qui va vous exposer voilà, comment se prémunir et comment préparer son dossier, d'une part pour réduire la probabilité de subir un squat et aussi pour pouvoir réduire en suivant les délais de procédure. Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler maintenant de la constitution du dossier probatoire, c'est-à-dire vous allez devoir apporter la preuve de la situation dans laquelle vous vous trouvez, éventuellement vous subissez un squat, et constituer un dossier à cette fin qui sera examiné en fonction de la procédure choisie, soit par la préfecture, soit par le juge. Cette constitution du dossier, c'est la première chose que vous devez faire. Vous avez un squat, la première chose que vous devez entreprendre, c'est cette constitution-là qui va devenir la pièce maîtresse pour le succès de la procédure qui, derrière, sera envisagée. Donc, de la constitution de ce dossier, évidemment, et grâce au conseil de votre avocat, vous allez pouvoir vous orienter vers une procédure administrative, très souhaitable, on le verra, procédure judiciaire, plus longue, on le verra aussi, mais celle-là, vous la connaissez. Donc, dans ces éléments de constitution, ce dossier doit être constitué, en tout premier lieu, vous devez apporter la preuve de la propriété de votre bien. Hein. Donc, vous devrez un titre de propriété, un extrait de publication à la conservation des hypothèques, éventuellement un mandat de gestion, si vous avez donné votre bien en gestion et que la procédure est portée par l'agence immobilière, eh bien à ce moment-là, il faudra produire le mandat de gestion. Des quittances EDF, de l'eau, la taxe foncière, enfin, tous les éléments qui vont pouvoir prouver la possession et l'utilisation effective de votre bien. Alors, vous allez vous adresser au préfet ou au juge, je suis propriétaire et voilà, mon bien est un bien d'habitation. Il faut des justificatifs pour cela. Deuxième élément, ça va être la constitution, le constat de l'occupation. Le constat de l'occupation illicite que vous êtes en train de subir. Bon, ça, de toute manière, quelle que soit la procédure qui sera derrière envisagée, administrative, judiciaire, ces deux éléments-là, il les faut. Je suis propriétaire et je prouve qu'en plus je subis un squat, par exemple, enfin une occupation illicite. Bien. Cette occupation illicite est donc constatée idéalement par un commissaire de justice. La loi de 2023 anti-squat prévoit qu'elle peut l'être également par un officier de police judiciaire ou par le maire. Bon courage pour que vous trouviez à ce stade-là un officier de police judiciaire. Personnellement, j'en ai un par an sur les mesures d'expulsion où ils sont censés être obligatoirement là. Et on fait des pourpourvoirs d'APJ, pourpourvoirs d'OPJ, par un APJ, enfin, de la gymnastique pour y arriver. Donc soyons sérieux, effectivement, vous aurez quand même beaucoup plus de chances d'avoir une disponibilité d'un commissaire de justice que d'un officier de police judiciaire ou du maire de la commune, surtout si c'est à Toulouse. Bien. Donc ça, c'est une avancée de la loi anti-squat, en tout cas. Pour rien vous cacher, avant cette loi, le commissaire de justice, anciennement huissier de justice, procédait à ces constatations. Mais là, c'est posé par la loi. Bien. Donc, ce constat, ça va être quoi?
il va devoir permettre de qualifier la nature du bien, comme on l'a vu, et ainsi que le type d'occupant à qui nous avons affaire, tel que défini précédemment par Maître Laqueual. Donc, je vous renvoie, puisque le principe du métier d'un commissaire de justice, c'est de faire des constatations matérielles, mais qui collent au texte de telle manière à pouvoir s'engager dans une procédure. Donc, ça renvoie à la définition du domicile, elle vient de vous être donnée. Le local d'habitation, je dois prouver que c'est un local d'habitation. Donc, moi, huissier de justice, je vais essayer de pouvoir constater, tous les éléments qui caractérisent éventuellement un lieu habité. La destination de l'immeuble, la présence de meubles, la nature éventuellement des meubles, est-ce qu'il y a un couchage, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a là. Bon, ça va faire partie de cela. Et puis après, je vais devoir aussi qualifier le squatteur. Quel est le squatteur? Alors on peut prendre un exemple. Si je dois, dans un exemple d'un squat pur et dur, là, enfin en tout cas tel qu'on se l'imagine, la constatation du squatteur, ça va être l'introduction dans le bien, on vient de le voir, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Donc moi, huissier de justice, je dois avoir, commissaire de justice, pardonnez-moi, je dois avoir cette définition très présente à l'esprit. Pourquoi? Parce que si je veux définir un squat, eh bien effectivement, la constatation d'effraction, des traces d'effraction de la porte, du volet ou je ne sais quoi d'autre sont très importantes de les constater. Le constat aussi d'une enquête de voisinage. Parce qu'on parle d'effraction, mais vous pourrez, on va le voir, bénéficier éventuellement d'une procédure d'évacuation administrative sans effraction. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé, donc c'est un exemple très concret. Le propriétaire, qui est une des personnes éligibles à demander une évacuation administrative, louer son bien à une personne qui s'est retrouvée être sous mesure de protection. Donc c'était une personne vulnérable. Donc évidemment, en l'occurrence, va et vient dans une structure hospitalière. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'environnement a profité de la vulnérabilité de cette personne pour prendre les clés et pouvoir occuper les lieux. Donc on se retrouvait avec un propriétaire qui était bien embêté parce que son locataire en titre sous mesure de protection et le curateur tout aussi embêté que le propriétaire avait été hospitalisé et on avait une occupation sans droit ni titre d'une autre personne. Bon, si j'arrive à prouver qu'il y a eu une manœuvre, une contrainte qui a été exercée pour s'approprier cette clé et occuper les lieux, je retombe dans la définition du squatteur et pourquoi pas, à ce moment-là, demander une évacuation administrative. On le verra, c'est très rapide. Et puis, ma foi, si on arrive d'abord à voir les éléments en quête de voisinage, des insultes, des menaces, peut-être des SMS qu'on peut retrouver, des choses. Bon, tout cela, il faut s'en nourrir, bien évidemment. Et puis, ma foi, si on n'y arrive pas, eh bien, on déposera notre dossier à la préfecture qui le rejettera, qui le motivera. On le verra, il y a un délai très court de toute manière pour qu'il se prononce. Et à ce moment-là, on part sur la procédure judiciaire, voire même entreprendre les deux parallèlement, de telle manière à pouvoir bénéficier de celle qui sera la plus adaptée. Étant précisé qu'on aura encore une fois une réponse assez rapide sur la procédure administrative. Alors, matériellement, je vais vous dire comment ça se passe. L'huissier, il est informé, allô, oui, voilà, je suis propriétaire, quelqu'un est entré dans les lieux par voie de fait, et en tout cas est entré dans les lieux, je ne sais pas qui c'est, c'est un squat, en tout cas moi je n'ai pas signé de contrat de location, c'est une occupation illicite. Allez le constater. On est d'accord? Deuxième élément constitutif de votre dossier probatoire. Le constat. Deux solutions. Un, je frappe à la porte, il y a quelqu'un qui me répond. Je vais pouvoir engager une discussion. Je vais pouvoir l'interroger et consigner ses réponses. Comment êtes-vous rentré? Quand est-ce que vous êtes rentré? Je vais peut-être, me permettez-vous de rentrer? Généralement, il ne s'y oppose pas. Je peux voir comment est utilisé le bien. Donc, les conditions d'occupation de ce bien, le nombre de personnes. Je peux aussi lui demander son identité, bien entendu. Deux possibilités. Il me la donne, il ne me la donne pas. Quand il ne me la donne pas, c'est pas plus mal. On le verra. Je lui demande. Il refuse de me donner son identité. Je consigne son refus.
Je développe un peu, mais vous compreniez l'intérêt capital de ce dossier, de ce constat de commissaire de justice, parce qu'il va véritablement orienter vers une procédure. Par exemple, on n'est pas dans le cadre d'un squatter, je ne sais pas, tenez, on va prendre l'occupation d'un terrain par des caravanes, par exemple. Bien, on est dans le cadre d'une occupation illicite. La loi anti-squat ne sera pas applicable. Enfin, l'évacuation administrative ne sera pas applicable. On n'est pas sur un lieu habité, on n'est pas dans tout ça. Bon, deux solutions. Moi, je vais aller sur place. Je vais constater l'occupation illicite, éventuellement les voies de fait. Ils seront entrés par-ci, par-là. Je vais leur demander un nom. Ils refusent de me donner le nom. Alors, c'est quoi la solution? Mais je vais vous la dire, la solution. C'est que, elle est très bonne, la solution. C'est que l'évacuation administrative, on oublie, dommage. Mais, comme je n'ai pas de nom, je ne peux pas attraire devant la juridiction. Si j'ai un nom, je dois forcément respecter le contradictoire, donc attraire par voie d'assignation une personne devant la juridiction de référé, de fond. Enfin, là, vous retombez sur des dossiers, des délais assez classiques que vous connaissez. Mais si la personne refuse de me donner son nom, comment l'attraire? Je ne peux pas. Donc, je vais dire au juge, par voie de, enfin, votre avocat, par voie de requête, monsieur le juge, l'huissier s'est déplacé, il a demandé l'identité des occupants qui ont refusé de leur donner leur nom. Dès lors, ils nous ont mis de facto dans l'impossibilité de l'attraire, donc veuillez ordonner l'expulsion. On est dans le cadre d'une procédure judiciaire par voie d'ordonnance, ordonnance sur requête. Le délai n'est plus du tout le même. On n'a plus de date d'audience, on n'a plus de délibéré, on a un magistrat qui lit une requête et qui peut, 2, 3 jours, 4 jours, très rapidement après, qui peut rendre une ordonnance d'expulsion. Ce qui nous arrive, je pense, assez régulièrement. Voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer cela. Deuxième cas, la personne n'est pas présente, il est absent. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des constatations depuis les parties communes, depuis l'extérieur. Je vois des traces caractéristiques de forçage à hauteur du canon de la serrure. Bien, pourquoi pas? Ça marche, souvent. Vous le verrez dans la constitution du dossier en vue d'une évacuation administrative, en sus de la preuve de votre propriété et du constat d'occupation illicite, il vous faudra déposer plainte. C'est le troisième élément nécessaire pour solliciter à la préfecture une évacuation administrative. Ça peut marcher, simplement des traces de forçage, caractéristiques de forçage à hauteur de canon. Ce n'est pas forcé. Il y a aussi d'autres solutions. L'autre solution, c'est que moi je passe une fois, il n'y a personne. Je passe 2 fois, il n'y a personne. Pourquoi pas 3 fois, toujours personne? Je saisis le juge. Monsieur le juge, je suis embêté. Monsieur est propriétaire. Une enquête de voisinage fait qu'il sait que cet immeuble, cet appartement, cette maison est occupée de façon illicite. Je suis allé sur place pour me rendre compte et effectivement, tout laisse à penser que cet immeuble est occupé, mais je n'arrive pas à avoir de réponse. Il ne m'ouvre pas. Donc, autorisez-moi, par voie d'ordonnance sur requête, à rentrer dans les lieux avec un serrurier et la force publique, constater l'état d'occupation et relever l'identité des éventuels occupants. On est sur une ordonnance sur requête qui est quasiment systématiquement rendue. Je n'ai jamais eu de refus dans ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe? J'y reviens avec la police, mon serrurier, je rentre. Sur une certaine catégorie de population, je ne vous cache pas que ça provoque des départs spontanés. Très intéressant ce que je viens de vous dire, parce que là, on n'est pas sur des titres d'expulsion, on n'est pas sur des choses comme ça, on est sur une ordonnance sur requête pour une simple enquête d'identité, et effectivement, ça peut pousser, dans certains cas, et pour une certaine catégorie de personnes, à un départ spontané. Moi, je suis là pour leur demander leur identité et les conditions d'occupation, mais je suis aussi là pour leur rappeler qu'ils sont occupants sans droit ni titre, et qu'ils doivent quitter les lieux sur le champ. Bon, en tout cas, ils ne sont pas forcés, je ne peux pas les contraindre à le faire, je n'ai pas de titre d'expulsion. Mais enfin, des gens, par exemple, en situation irrégulière sur le territoire national, vous comprenez qu'ils ont intérêt à quitter les lieux sans que je n'ai à revenir sur une procédure d'expulsion, parce qu'ils s'exposeraient à ce moment-là, éventuellement, à des sanctions d'une autre nature. Et dernière chose dans mes constatations, bien évidemment, je vais constater les dégradations. C'est important. C'est important, notamment les dégradations qui pourraient engager ou remettre en cause la sécurité des biens et des personnes.
Je pense à quoi? Essentiellement les raccords d'électricité sauvage. Des fils électriques qui s'entremêlent comme ça, là, qui sont raccordés aux armoires techniques des paliers. Bien évidemment, ces constatations-là vont permettre quand même indéniablement d'accélérer le dossier. Ne serait-ce qu'administrativement, on verra que les réponses sont très courtes, mais sur la prise de rendez-vous, par exemple, avec l'officier de police judiciaire, ça peut aider, voilà, s'il y a un véritable risque. Ça peut, dans le cadre aussi d'une procédure judiciaire, et dans certains cas, plutôt rarement, mais dans certains cas, ça peut aussi participer à la réduction du délai du commandement de quitter les lieux ou à la suppression de la trêve hivernale. Rarement vu, ça, pour rien vous cacher. Il faudrait vraiment que le risque soit majeur. Bref, voilà. Donc, en fonction de ces constatations, vous l'avez compris, finalement, l'avocat on doit faire en sorte, le commissaire de justice doit faire en sorte que pour l'avocat, la procédure s'impose, lui semble naturelle, dans le prolongement de ces constatations, constitutives de ces deux éléments, comme on l'a vu, et il va choisir soit la procédure d'évacuation administrative, soit l'ordonnance sur requête afin d'obtenir un titre exécutoire parce qu'on est en judiciaire mais personne non identifiée, soit la procédure judiciaire de référé que vous connaissez mieux, soit le pire du pire, la procédure judiciaire au fond, parce que malheureusement votre titre la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît dans des cas de commoda, de suite de commoda, c'est-à-dire de prêt à titre gratuit où la personne se maintient dans les lieux, ça devient assez compliqué. Donc on est davantage sur une procédure au fond. Alors ce qui ne faut pas faire, il ne vous faut pas faire, c'est déjà, lorsque vous êtes informé de cela, rentrer de force dans l'appartement. Pourquoi? D'abord, vous allez remettre en question le principe de l'effraction, puisque si c'est vous qui cassez, comment prouver derrière que c'est vous et pas le squatteur qui a cassé? Bien. Après, indépendamment de ça, il y a aussi des risques relatifs à votre sécurité. Il faut faire attention, il y a des squats qui sont plus dangereux que d'autres. Et certains squatteurs qui sont plus retors que d'autres et qui savent très bien à qui ils s'adressent et qui vont s'adresser d'une manière différente, que ce soit le propriétaire ou que ce soit un commissaire de justice. Voilà. Solliciter le commissaire de justice dès la découverte du squat. On le verra, pour ma part, je pense, même avant le dépôt de plainte, bien évidemment, en matière d'évacuation administrative. Et évidemment, il faut conserver toutes les preuves numériques que vous pouvez avoir, telles que des photos, des vidéos avant l'effraction, avec les métadonnées, évidemment, d'horodatage, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Je vais glisser, je voulais vous parler de ces fameux courriers, puisque les squatteurs, en tout cas pour des commissaires de justice de ma génération, c'était très vite fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils repéraient un appartement ou une maison à peu près abandonnée. Ils s'écrivent un courrier recommandé à l'adresse en repérant évidemment le passage du facteur. Le lendemain, ils sont devant la maison abandonnée, le facteur passe et le facteur dit « Monsieur Durand, oui, c'est moi ». Ils s'écrivent, évidemment. Ils montrent même une pièce d'identité de M. Durand à l'adresse du lieu futurement squatté. Ils signent l'AR. Ils attendent 48 heures, puisque ça aussi c'est un délai, 48 heures on entend partout, un délai qui ne veut absolument plus rien dire. À une époque ça voulait dire, mais ce n'est absolument plus d'actualité. Ils attendaient 48 heures et au bout de 48 heures, ils cassent, ils rentrent. Là, vous vous apercevez du squat, l'huissier est arrivé et là il disait « Je suis là depuis plus de 48 heures, regardez, j'ai un courrier recommandé à cette adresse en mon nom depuis plus de 48 heures. » C'est ce à quoi on se trouvait. Voilà. Bon, mais ça, si vous voulez, encore une fois, c'est plus du tout d'actualité. Voilà. Donc, vous l'avez compris, ce premier paragraphe, c'est la constitution du dossier probatoire, votre titre de propriété et le constat. Le constat,
Je ne vais pas repartir là-dessus. Maintenant, je vais vous parler assez rapidement, mais enfin c'est intéressant, de cette fameuse évacuation administrative. Cette évacuation administrative, je ne vous cache pas qu'elle doit être privilégiée, même si elle ne fait pas particulièrement travailler les commissaires de justice ou les avocats. Néanmoins, elle est extrêmement rapide, puisque entre le moment où vous allez constater le squat et si vous deviez avoir un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, rendu par la préfecture, qui conduirait à une évacuation administrative, eh bien, on est sur une affaire de quelques jours. Une affaire de quelques jours. Entre une semaine et 15 jours, hein, à peu près. Donc là, ce sont des délais qui défient toute concurrence et par ailleurs qui sont particulièrement économiques puisqu'on fait quand même appel à des fonctionnaires de police et non pas à des libéraux comme les commissaires de justice ou les avocats. Donc c'est économique, c'est rapide, enfin c'est très très bien. C'est une chose qui existait, depuis 2023 ça commence à être effectivement maintenant relativement bien rodé et ça marche. Donc, on ne revient pas là-dessus. Évacuation administrative. Donc, votre dossier est là, il va falloir rajouter au pot un dépôt de plainte. Titre de propriété, constat d'occupation illicite, dépôt de plainte. C'est ce dossier-là que vous allez devoir transmettre à la préfecture. On va le revoir dans 5 minutes. Bien, donc, d'abord, attention, elle s'applique sur un domicile. On a vu la notion de domicile, on ne va pas y revenir. Résidence principale ou non. Ça, c'est une nouveauté, mais en tout cas, ça peut s'appliquer. Un local à usage d'habitation, hein, même inoccupé, on l'a vu, j'y reviens pas. Logement vacant entre 2 locations, possible. Logement nouvellement acheté, c'est possible. D'accord ? Attention, par contre, ça ne va pas du coup s'appliquer aux locaux commerciaux, aux locaux professionnels, aux locaux mixtes. Elle ne va pas viser évidemment les occupants qui sont entrés dans les lieux avec l'accord du propriétaire à un moment donné ou à un autre, encore au moins aux locataires, même défaillants qui ont signé un contrat de location. Ça, vous oubliez. On est plus dans cette logique. Si vous voulez, dans l'esprit du législateur, le squat pur et dur, ce dont on parle, cette évacuation administrative, c'est quoi? C'est le type qui part avec son baluchon, qui repère, qui casse, qui s'y met dedans, c'est un lieu habité, c'est quand même un domicile, donc c'est quelque chose qu'on découvre assez rapidement et on vient et on l'évacue administrativement après un arrêté et il repart avec son baluchon. Voilà, c'est ça un petit peu, hein, l'esprit du législateur pour cette évacuation administrative. Mais vous verrez qu'il y a un entre-deux et que le curseur peut être placé peut-être à un endroit un petit peu moins commode. On va en reparler. Donc, on est d'accord, une fois que vous avez ces 3 éléments, vous allez pouvoir saisir le préfet. Alors, qui peut saisir le préfet? On l'a vu, ça va être la personne dont le domicile est illicitement occupé. Nouveauté de la loi anti-squat, ça va être le propriétaire, tout simplement. Et évidemment, ça va être le mandataire, comme on l'a vu aussi, le mandataire qui a reçu un mandat de gestion pour cela. Cette procédure est d'une efficacité redoutable. Ça va être quoi? Donc, une fois votre titre, la constitution du dossier de l'occupation illicite, vous allez déposer plainte. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre ces 3 pièces et saisir le préfet à un service dédié au sein de la préfecture. Qui va examiner ce dossier. Ils ont un délai de 48 heures pour vous répondre. C'est un délai légal. Ils doivent vous répondre sous 48 heures. Oui, on va rendre l'arrêté. C'est un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux. On verra qu'il est de 24 heures dans le cas de domicile et il est porté à 7 jours hors domicile. Pour ces logements, vous savez, par exemple, loués, vacants, bon, c'est porté à 7 jours. Donc, la réponse est très rapide, ou alors il doit effectivement ne pas donner suite et vous avez un recours administratif. Là, je ne vous cache pas que bon courage. Un recours administratif sur un refus de la préfecture, ça prend un peu de temps. Je ne suis pas un grand spécialiste des procédures administratives. Voilà. Donc, il est rendu cet arrêté de mise en demeure de quitter les lieux qui doit être notifié, affiché à la diligence de la préfecture, mais la preuve, par contre, vous incomberait.
Donc là, certains, ceinture et bretelles quand même, et sur des squats d'importance certaine, vont faire appel à un commissaire de justice pour constater l'affichage de l'arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, ou qui vont, au lieu de faire notifier, vont faire une signification à tout occupant ou aux occupants qui seront rencontrés. Bien, donc après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir un coup de fil d'un officier de police judiciaire. Bonjour, voilà, l'arrêté a été rendu, il a été affiché, le délai est passé, 24 heures ou 7 jours, écoutez, l'évacuation administrative, ce sera tel jour, telle heure. Bien. De là, vous vous retrouvez, vous l'avez compris, vous avez pour l'instant, on en est là. Donc vous allez vous retrouver sur place. Alors là, si vous n'avez pas forcément... Alors moi, je vous invite à prendre un commissaire de justice. Non pas en tant qu'exécutant dans la procédure judiciaire, on le verra, là j'exécute, c'est moi qui expulse, c'est moi qui mène les mesures d'expulsion, mais là je serai en qualité de constatant. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez vous retrouver sur place, c'est très pratique à ce que je vous dis, avec l'OPJ. L'OPJ, puis je ne sais pas, 2 ou 3 fonctionnaires, très bien, mais eux, ils ne viennent pas avec leur serrurier. Ils ne viennent pas avec leur serrurier. Donc vous devez venir avec votre serrurier. Attention, il faut que ce soit un serrurier qui soit en capacité d'ouvrir assez rapidement. On ne va pas avoir sur une porte blindée un officier de police judiciaire, il ne va pas attendre 4 heures, 5 heures que vous ouvriez votre porte. L'avantage d'un huissier constatant, c'est que lui, son serrurier et le modus operandi, il le connaît par cœur, puisque nous, on expulse en longueur de journée. Donc, nous, on va pouvoir amener notre serrurier pour vous ouvrir la porte correctement, et puis derrière, une fois l'évacuation administrative entreprise, refermer la porte correctement. D'accord ? L'huissier va pouvoir, une fois l'évacuation administrative, c'est quoi l'évacuation administrative? C'est des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui rentrent, qui font le tour des pièces. S'ils voient quelqu'un, ils disent dehors, et puis l'évacuation administrative, elle est faite pour eux. Quid si il n'y a personne au moment de l'entrée dans les lieux? Ça arrive de très nombreuses fois. Moi, c'est squatté, la police va dire 10 heures. À 10 heures, on se retrouve comment? Il n'y a personne qui répond. Le serrurier du propriétaire ou de l'huissier constatant va ouvrir. On fait le tour, il n'y a personne, mais le fonctionnaire va vous dire, ça y est, l'évacuation est venue. Mais qu'est-ce qui va se passer le soir quand il va rentrer? Il va recasser la porte. Donc, qu'est-ce que peut faire un huissier de justice, même si ce n'est pas visé par les textes? Un commissaire de justice. Je suis de cette génération, je suis désolé. Même s'il n'est pas visé par les textes, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je fais intervenir mon serrurier. Une fois qu'il n'y a personne, je fais le tour pour dire que les quelques meubles qu'il y a sont sans valeur à l'état de détritus. Là aussi, si vous voulez, pour enlever toute velléité de commode Louis XV, même si ça ne vaut plus grand-chose maintenant, mais de commode Louis XV qui serait là en milieu, bon, on peut faire un état. Je fais refermer et je mets un affichage. Je mets un affichage, évacuation administrative diligentée en vertu d'un arrêté rendu le, défense est faite à toute personne de rentrer dans les lieux sous peine de sanction pénale. Et voilà, un exemple, le sort des meubles. Le sort des meubles, vous savez qu'en matière d'expulsion judiciaire, bien, c'est réglé. Les textes nous disent très exactement séquestre des meubles ou déménagement, blablabla. Bon, très bien. Là, je vous le dis, rappelez-vous de l'esprit du texte. L'esprit, c'est, il arrive avec son baluchon, il repart avec son baluchon. Le sort des meubles n'est absolument pas envisagé sous aucun texte, à ma connaissance et encore maintenant, dans le cadre d'une évacuation administrative. Donc moi, si le propriétaire me dit « mais qu'est-ce que je fais de tous ces meubles ?» Eh bien, moi je peux lui dire « vous pouvez les jeter ». Effectivement, il peut les jeter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas prévu autrement. Le souci, c'est que le coup du baluchon, c'est vrai, généralement ça peut être ça. Allez, pourquoi pas dans la plupart des cas? Mais moi je peux vous dire que j'ai des cas, alors notamment pour les bailleurs sociaux, en plus eux, ils ont une vocation sociale, donc ils sont un petit peu embêtés des fois. Eh bien non, le squat il est constaté 10 jours, 15 jours après, vous n'avez pas à constater le mieux, le plus rapide c'est le mieux, mais des fois vous constatez un squat 15 jours après, ce délai de 48 heures, vous l'oubliez, ça n'a rien à voir. Vous pourrez avoir l'évacuation administrative, même si vous avez constaté le squat 15 jours après, c'est pas le problème, mais 15 jours après, ça peut donner à une famille le temps de s'installer. Et la famille, elle n'est pas là, et vous rentrez, vous avez les affaires scolaires des gosses, les couchages, les ci, les là, les papa, tout ce qui constitue une famille. Oui, vous pouvez tout jeter. Ça peut aussi vous poser un problème, ça peut aussi poser un problème.
Ben là, le commissaire de justice peut vous apporter une solution. Cette solution, elle n'est pas légale, elle est, on va dire, contractuelle. Enfin, en tout cas, c'est vous qui l'octroyez. Vous n'êtes pas tenu, par des dispositions légales. Donc, vous pouvez très bien dire, par exemple, bien, vous savez, on va séquestrer ces biens pendant 7 jours, en laissant la possibilité à l'occupant de venir les récupérer, et après, je les jetterai. Oui, ça, je l'ai eu fait, pour des bailleurs sociaux notamment, et dans le cadre d'affaires scolaires et tout ça. Je figurer ça sur mon affichage, et pourquoi pas sur une signification de mon constat, c'est un constat puis une expulsion, que je vais faire à tout occupant en application d'un article qui me permet de signifier indépendamment de l'identité de l'occupant. Bon, vous voyez, on peut trouver des solutions. Donc moi, l'intervention du commissaire de justice, si elle n'est pas légalement, enfin si elle n'est pas indispensable et si elle n'est pas légale, au moment de l'évacuation administrative, je vous y invite vivement. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous trouver une solution à tous les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer. Voilà. Et il peut y avoir des problèmes. Très rapidement, les motifs de refus du préfet, il y en a deux. Le premier, en résumé, c'est si votre dossier n'est pas complet, raison pour laquelle il est très important que votre dossier soit complet, ce que vous a rappelé Maître Malavial, et je pense que sur les éléments qui doivent figurer dans le dossier, vous avez tous compris. Le deuxième motif, c'est un motif grave qui peut tenir soit au fait qu'il y a un risque pour l'ordre public si on expulse. Alors, ça peut être le cas dans certains type de squat et en fonction des occupants des lieux, ça peut être le cas. Et comme on vient d'en parler suite à votre question, s'il y a des enfants en très bas âge aussi. Voilà, c'est les seuls motifs de refus possibles. Et éventuellement, si la préfecture refuse la demande, on peut faire un recours administratif. Alors moi non plus, je ne suis pas un spécialiste de la procédure administrative. Ce recours existe, mais si la préfecture refuse, il vaut mieux envisager une procédure judiciaire qui ira somme toute plus vite que ce recours administratif. Donc je vais vous faire un point rapide sur la procédure judiciaire. Vous l'aurez compris, la procédure judiciaire, elle peut être envisagée en même temps que la procédure administrative, mais elle va surtout être envisagée quand la procédure administrative ne l'est pas ou qu'elle est rejetée par la préfecture. La procédure judiciaire, très rapidement, deux voies, le référé et la procédure au fond. Le référé, c'est une procédure qui est plus rapide, mais qui nécessite d'avoir démontré tous les critères que je vous ai exposés au départ. C'est-à-dire l'occupation illicite, la voie de fait, et que ces conditions-là ne soient pas contestables. Donc on soit certain que c'est un squatteur et qu'on ait tous les éléments. Je ne reprends pas la liste des éléments, le constat, la plainte, etc. C'est à ce moment-là aussi que le constat qui a été dressé par le commissaire de justice est très important, puisque c'est finalement la seule pièce objective qui va démontrer l'existence d'une voie de fait. Puisque le dépôt de plainte, c'est très bien, mais enfin le dépôt de plainte, c'est le propriétaire qui le fait. Donc il dit ce qu'il veut. La seule pièce objective, c'est le constat, qui va dire la serrure a été fracturée ou peu importe, mais qui décrira la voie de fait. Donc avec ces pièces, une fois qu'on a démontré que c'est bien un squat, on peut engager une procédure en référé, qui est une procédure assez rapide, alors relativement rapide. Si le squat est récent, on peut envisager d'obtenir une décision sous 3 à 4 mois. C'est quand même beaucoup moins rapide que la procédure administrative, vous l'avez compris. Si le squat n'est pas récent, on ne peut plus soulever qu'il s'agit d'une urgence. Et ça arrive assez souvent, alors pour les bailleurs privés un peu moins, mais moi aussi qui ai fréquemment des dossiers de bailleurs sociaux, qui découvrent les squats beaucoup moins rapidement, mais 1 ou 2 mois après, on peut difficilement dire qu'il y a une urgence, et là on est plus sur au moins 6 mois de procédure pour obtenir la décision. L'autre procédure, c'est la procédure au fond, et ça c'est la procédure qui va s'appliquer
dans tous les cas qui ne sont pas des squats, que je vous ai exposés au départ, c'est-à-dire le locataire qui ne paie pas ses loyers ou la personne à qui on a prêté par exemple un logement et qui ne veut plus partir. Cette procédure au fond, je vous ai montré les délais au départ, on est plus sur au moins 12 mois de procédure. Mais on n'est pas sur un squat non plus. Voilà, je passe assez rapidement là-dessus. Pour ce qui est des squats, l'avantage, et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de trait hivernal et que contrairement aux autres occupants, on peut aussi supprimer, pour les autres occupants, il y a un délai de 2 mois qui s'applique à partir du moment où on leur signifie ce qu'on appelle un commandement de quitter les lieux. C'est-à-dire on obtient une décision, on signifie un commandement de quitter les lieux, ils bénéficient d'un délai de 2 mois pour partir. Pour les squatteurs, ce délai-là peut être supprimé, ce qui fait qu'on gagne encore 2 mois de procédure avant de pouvoir les expulser. Et puis il y a une troisième procédure qui est possible, qui est celle que vous exposez Maître Malavial tout à l'heure quand on arrive à constater l'identité d'aucun des occupants. Très rapidement, on constate qu'il n'y a aucune identité d'affiché, qu'on n'a pu rencontrer personne. On saisit le tribunal par requête et on obtient une ordonnance et effectivement très vite. Alors moi j'en ai déposé une hier à 16h, j'avais la décision aujourd'hui à 13h. Bon, je pense qu'on peut dire que c'est efficace. Donc ça c'est une procédure mais qui ne s'applique que si on ne constate aucune identité sur les lieux. Et si certains se posaient la question, on ne peut pas demander au commissaire de justice de dire qu'il n'a constaté aucun nom. Voilà. Sur l'exécution forcée. L'exécution forcée, je ne vais pas trop m'attarder, je vais vous donner très vite parce que c'est l'exécution d'une mesure, donc on a parlé de l'évacuation administrative, où je n'interviens qu'en qualité de constatant. Là, on est sur la procédure judiciaire. La procédure judiciaire, signification du titre, commandement de quitter les lieux, les deux peuvent être délivrés en même temps, délai de 2 mois en cas d'habitation. Si vous n'êtes pas en habitation, vous oubliez ce délai de 2 mois. La jurisprudence parle d'un délai raisonnable, 48 heures, c'est un minimum pour laisser une personne quand même la possibilité de quitter les lieux. Généralement sur de l'habitation, donc 2 mois. Au bout de 2 mois, qu'est-ce que je fais? J'y vais, l'huissier, tenter l'expulsion. C'est une véritable tentative d'expulsion. Monsieur, je vous ai délivré, vous avez eu un titre d'expulsion, je voulais signifier, commandement de quitter les lieux, 2 mois, vous êtes toujours là. Quittez les lieux sur le champ. Je vous demande de quitter les lieux sur le champ. Oui, peut-être demain, ou peut-être jamais, ou à Pâques, ou je ne sais quoi. Très bien. Me répond, monsieur le préfet, jugement, signification, commandement, tentative, 2 mois après. Il m'a répondu, peut-être aujourd'hui, peut-être jamais. Bien. Donnez-moi la force publique. Réquisition de force publique. La préfecture a 2 mois pour me répondre. Si elle ne me répond pas dans le délai de 2 mois, ça vaut refus implicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va pouvoir, la préfecture, être actionnée sur la dette locative à l'expiration de ce délai de 2 mois, à la condition que ce délai de 2 mois ne tombe pas dans la période hivernale du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Je m'explique. Si, par exemple, je fais une réquisition de force publique le 15 juillet, ils ont 2 mois pour me répondre. 15 août, 15 septembre. 15 septembre, on n'est pas dans la période hivernale. Ils ne m'ont pas répondu à l'issue du délai de 2 mois. La préfecture devra prendre en charge le montant du loyer pendant toute la période hivernale jusqu'à ce qu'ils m'aient donné l'octroi de la force publique. S'ils ne me l'ont pas donné avant le 1er novembre, avant le début de la période hivernale. Si je fais ma tentative maintenant, ma réquisition de force publique, après le 31 août, le 1er septembre, donc là, ayez présent, très très présent à l'esprit, cette date du 31 août quand vous êtes propriétaire, assurez-vous que votre huissier, s'il en a la possibilité, et requis la force publique au 31 août. Parce que s'il le fait le 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre, donc la préfecture va vous répondre, mais moi j'ai 2 mois pour répondre. Et si j'avais répondu le 1er novembre, vous aurez été dans l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre la mesure d'expulsion puisqu'on tombait en période hivernale. Donc je ne vous indemniserai pas jusqu'au 31 mars de l'année d'après. C'est très important, ce que je viens de vous dire. Là, en l'occurrence. Donc, ça, c'est ça. Sur la tentative, donc voilà, c'est ça. Le délai de 2 mois pour vous répondre.
Et après, on met en œuvre, évidemment, là, comme vous, avec une évacuation administrative, j'ai l'OPJ qui me téléphone et qui me dit ça sera tel jour, telle heure. Bon, vu les calendriers des OPJ, autant vous dire que les huissiers sont aux ordres, les déménageurs sont aux ordres, les serruriers sont aux ordres. La mise en œuvre de la procédure d'expulsion, je ne vais pas me lancer avec ça ce soir, parce que franchement, alors là, on pourrait y passer une semaine. Très rapidement, bon. En pratique, vous avez compris ce qu'il faut faire, je vous ai fait un petit rappel. Il faut agir vite, saisir chacun des intervenants, donc saisir immédiatement un commissaire de justice, aller déposer plainte, saisir la police, saisir la préfecture si vous engagez la procédure administrative et éventuellement, alors ça c'est à vous de le voir, saisir un avocat. Oui, je suis avocat, bon. Mais pour la procédure administrative, je vais être très franc, si vous entrez dans tous les critères, il n'est pas indispensable d'avoir un avocat. Ça a même assez peu d'utilité. Pour vérifier que les critères sont remplis, c'est bien. Pour faire la procédure, ça n'a aucune utilité. Voilà, pour être clair. Par contre, si vous ne rentrez pas dans les critères ou que vous voulez engager les deux en parallèle, parce que c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, mais pour gagner du temps, on peut engager les deux procédures en parallèle, procédure administrative, procédure judiciaire. Là, vous pouvez prendre directement contact avec un avocat. Comme vous l'a rappelé Maître Malavial également, il ne faut pas agir seul, toutes les raisons qu'il vous a exposées, et coordonner tous les acteurs. Bon, je passe assez rapidement. Ce qu'il ne faut jamais faire, alors tout à l'heure Maître Malavial vous a dit, vous encourez des risques si vous entrez dans les lieux, parce que le squatteur, face à la réaction du squatteur, mais il y a aussi des poursuites pénales qui peuvent être engagées à votre encontre, vous avez dû en entendre parler, parce que ça a été d'actualité, surtout les propriétaires qui se sont fait justice à eux-mêmes face aux squatteurs. Ça arrive assez régulièrement, on le voit souvent dans la presse. Il n'y a pas très longtemps, il y a une propriétaire qui avait mandaté 2 personnes pour mettre ses squatteurs dehors, celle qui a été condamnée à la fin. Bon, voilà, je vous invite à rester dans les règles qu'on vous a exposées. Sur l'indemnisation du propriétaire, je passe très rapidement parce que Maître Malavial vous a exposé l'indemnisation qui est faite par la préfecture si elle n'exécute pas. Bon, la responsabilité des squatteurs, ils sont responsables civilement de vous indemniser. En pratique, ça n'arrive jamais puisqu'ils sont très rarement solvables et voilà, ça n'arrive jamais. Dernière possibilité, dont vous avez peut-être connaissance ou pas, c'est la possibilité d'avoir une assurance propriétaire non occupant qui peut couvrir les risques d'un squat, ce qui est quand même bien utile quand il y a des frais de procédure à prendre en charge, que ce soit les frais de commissaire de justice, des frais d'avocat. C'est bien utile. Donc pour conclure très rapidement là-dessus, bon, on a fait un petit tour sur ce qu'il faut savoir pour se protéger du squat et aussi pour y mettre fin le plus rapidement possible. Vous l'aurez compris, depuis 2023, les procédures sont quand même relativement plus rapides et même beaucoup plus rapides grâce à la modification de la loi. Mais dans certains cas, malheureusement, on n'a toujours pas atteint le but d'efficacité qui était fixé par cette loi.